Je vais vous parler des femmes, de l'émotivité et de l'oralité. Il ressort de mes enquêtes, de mes recherches, que les femmes sont beaucoup plus à l'aise dans l'écrit que dans l'oral. Et que dans l'oral, souvent, elles commettent des erreurs. Elles sortent des arguments qui n'ont pas grande valeur sous le coup de l'émotivité. Car l'oralité exige des nerfs plus solides que l'écrit. On le comprend très bien. Quand on dit parler à brûle-pourpoint, on est dans l'oralité, on n'est pas dans l'écrit. Même si aujourd'hui, on puisse échanger des mails ou des SMS d'une seconde à l'autre. L'oralité exige une grande attention, d'une part, à ce qui est dit. Ça demande un effort mental, cérébral, puisque ce n'est pas écrit, donc les mots ne sont pas séparés, les mots ne sont pas identifiés. Il faut déjà écouter pour identifier, parce que, par exemple, en français, il y a des liaisons, il y a des mots qui sont emboîtés les uns dans les autres, et il faut déjà les séparer. C'est la première difficulté, d'ailleurs, dans une langue étrangère, c'est déjà d'identifier les signifiants, les mots. Et puis, bien entendu, ensuite, il y a non seulement le signifié, d'ailleurs le sens des mots, d'après le contexte, mais d'après aussi le locuteur. Le locuteur nous informe sur le sens des mots. Quand il dit, par exemple, d'abord, en plus, on voit mieux si ce que la personne dit lui appartient véritablement ou si c'est un emprunt. Quand on vous envoie un texte, vous ne savez pas, vous n'avez aucun moyen de savoir si c'est le texte de cette personne ou de quelqu'un d'autre. Quand on parle, on se rend davantage compte de la chose. C'est pour ça que les thèses de doctorat comportent une soutenance orale, parce qu'on veut savoir ce que les gens ont dans le ventre, ce qui n'est pas du tout suffisant quand on est uniquement dans le registre de l'écriture. Et puis, l'écrit, c'est aussi, quand on lit l'écrit aussi, l'écrit de manière générale n'implique pas de connaître le lecteur. On ne s'adresse pas à quelqu'un en particulier. Alors que l'oralité implique, moi évidemment, là moi je parle devant une caméra, donc je ne m'adresse pas à un public donné. Enfin, l'oralité de manière générale, jusqu'à récemment, impliquait que l'on s'adressât à quelqu'un en particulier ou à un groupe en particulier. Et donc que l'on tint compte de la relation avec l'autre, ce qu'on voit d'ailleurs dans les dialogues de Socrate, où il y a effectivement des gens qui parlent entre eux, pas qui écrivent entre eux, qui parlent entre eux. Et ça aussi, c'est une erreur de remplacer la parole par l'écriture. Et les gens, là aussi, l'écrit n'implique pas une capacité de réceptivité particulière. On vient de le dire, on doit écouter, et quand on s'est écrit, les choses sont déjà là, sont digérées déjà, sont déjà présentées, formulées de manière accessible. Et la personne qui va recevoir un écrit n'est pas dans la même situation que la personne qui entend un message oral, qui entend qu'on s'adresse à elle. J'ai d'ailleurs dit que le langage était avant tout, au départ, oral et non pas écrit. Et la preuve en est d'ailleurs, c'est que le possessif, quand on dit nous ceci, notre cela, mon ceci, etc., ou je, qui parle? De qui il est question? L'écrit ne nous le dit pas, l'oral nous le dit, jusqu'à un certain point. Les gens qui parlent, ils vont dire nous, notre, dans l'écrit, le nous et le nôtre, on ne sait pas quoi. Ce qui permet d'emprunter, ce qui permet par exemple à des gens qui récupérer ce qui s'adresse ou ce qui émane des juifs, et de dire c'est pour un autre groupe. Donc par l'écrit, on peut passer d'un groupe à l'autre, on peut s'approprier ce qui appartient à notre groupe, alors que ça n'est pas aussi évident au niveau de l'oralité. C'est pour ça que j'aime beaucoup l'oralité, dans les cafés philo McDo que j'anime actuellement, dans toutes les relations de vidéo, on est dans l'oralité, on est dans l'interview. Et il faut aussi être capable de poser des questions qui ne vont pas perturber l'interlocuteur. Et ça aussi c'est important, et c'est pour ça que je reviens sur la notion de schizophrénie, qui est un petit peu mon cheval de bataille depuis quelques jours, mon dada, à savoir que le schizophrène, lui, il fonctionne comme si on était dans l'écrit, même quand il parle. Il ne sait pas à qui il parle. Il ne distingue pas les gens auxquels il parle. Or, l'interview, un bon intervieweur, c'est quelqu'un
qui est en empathie avec l'interviewé, et qui doit poser les questions qui le mettront à l'aise et qui l'inspireront. Or, beaucoup de gens posent des questions qui sont digressives, qui sont inintéressantes, parce que justement, ils ont une dimension schizophrénique. Cela dit, quand j'emploie le mot schizophrénie, bien comprendre qu'il ne s'agit pas de la maladie au sens strict. On sait d'ailleurs aujourd'hui que il y a des tendances schizophréniques ou schizoïdiques, enfin vaudra, qui ne débouchent pas ou qui peuvent être prévenues, qui ne déboucheront pas sur une crise de surcompensation, une crise dépressive, etc., etc. Mais globalement, le schizophrène, c'est quelqu'un qui est plus à son aise devant des enfants que devant des adultes. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes dans l'enseignement primaire, dans la puriculture, etc., parce qu'elles n'ont pas à distinguer véritablement les enfants qui ne sont pas encore différenciés en quelque sorte, ou en tout cas qui ont la même chose à apprendre, qui en sont au même niveau. Bon. Donc une puéricultrice schizophrène, légèrement schizophrène, comme la plupart de toutes les femmes d'ailleurs, ne fera pas problème. Et je répète aussi, j'ai donné cet exemple tout à l'heure à midi, qu'une bouteille est schizophrène. Vous la remplissez, bon d'accord, mais après, elle va verser son contenu n'importe où, dans n'importe quel objet. Elle ne va pas, ça, peu importe, il est tout à fait indifférent de savoir où elle va verser l'objet. Ça, c'est le schizophrène. Celui qui n'est pas schizophrène, il se demande, mais où est-ce que je mets cet objet? Où est-ce que je dépose mon eau? Il va prendre en considération l'équation individuelle. Et puis un autre argument que je voudrais signaler en passant, c'est l'histoire du thème astral. L'intérêt de certaines populations assez importantes pour le thème natal, c'est que le thème natal permet de différencier les gens, ou de croire qu'on peut les différencier, et les schizophrènes ont un problème de différenciation et d'individualisation de leurs interlocuteurs. Leurs interlocuteurs veut dire parler avec. Et donc finalement, l'astrologie leur permet de donner l'échange en donnant l'impression qu'ils parlent à une personne en particulier, puisqu'elle a son thème à elle, et pas le thème de quelqu'un d'autre. Donc le schizophrène va être tout à fait excité par l'idée du thème natal, parce que ça lui permet de pouvoir mettre du langage, du discours sur une personne en particulier, ce qu'il serait bien incapable de faire s'il avait directement accès à cette personne. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur ces questions de la dialectique de l'oral et de l'écrit. Et il faut bien reconnaître que, de toute façon, les groupes ont leur propre valeur à eux, qui n'ont qu'une portée interne. Souvent, c'est justement ça tout le problème de la postérité et de l'universalité, quand quelqu'un dit quelque chose qui ne vaut que pour son propre groupe et pour sa propre époque, eh bien, il est forcément très limité. Ce qu'il faut, c'est arriver à s'exprimer d'une façon telle que ça puisse faire sens pour une autre époque et pour d'autres milieux. Bon, alors ça peut être un paradoxe, mais c'est ce qui va manquer aux femmes souvent, c'est que leurs propos sont très datés, sont très marqués par un certain milieu, par une certaine époque, et ils ne survivent pas, ils ne se pérennisent pas.